Nos invités du Club de la Bourse avec nous jusqu'à 18 h. Véronique Riche-Flores, économiste, RF Research. On est aussi avec Christophe Burtin de Bordier et compagnie en France. Et on vous retrouve chez Mescart Gestion Privée, Frédéric Rosier. Rebonsoir Frédéric. Bonsoir. Très belle clôture, les volumes à peine supérieurs à 2 milliards en clôture donc. Oui, 2,5 milliards. On a une journée assez particulière où le marché est resté un peu bloqué sur certains niveaux. On a eu cette accélération au courant de l'après-midi sur ces rumeurs qui ne le sont plus tellement aujourd'hui, d'un retard à l'application de Bâle 3 qui a libéré un peu les bancaires et a fait monter le marché. Donc on a une accélération aussi à ce moment-là. Et C'est qu'une d'ailleurs, rumeur, vous dites, donc ça a été non, non, officialisé non, par qui mais alors? ça devient de plus en plus insistant. Donc D'accord. Rumeur récurrente alors. voilà, exactement récurrente. On sait qu'il y a des demandes venant aussi d'Allemagne à ce sujet. Donc c'est vrai que ça a permis au marché de décoller réellement deuxième partie de journée. Un marché qui était très bien orienté grâce notamment à des résultats d'entreprise. Et vous l'avez évoqué certainement, Burberry qui nous a plutôt surpris aujourd'hui. Bon, voilà donc pour le luxe, c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez suivi Si on revient là sur Carrefour, c'était pas exceptionnel, c'est vrai aussi, Frédéric, sauf que on avait été tellement habitué à des déceptions avec Carrefour et l'équipe qui précédait celle de Georges Plassa, des profit warnings en série, que voilà, être dans le consensus, voire un petit peu supérieur aux attentes, c'était déjà très bien visiblement. Oui, j'évoquais ça chez vos collègues du matin hier. On attendait énormément de ces publications. Alors, pas forcément qu'on attendait des résultats exceptionnels. D'ailleurs, ils ne le sont pas réellement. C'est plutôt ce que j'appelle la dérivée seconde, c'est-à-dire le fait que on a peut-être vu le plus dur pour Carrefour. On a des signes de stabilisation. Alors, c'est vrai qu'il faut retravailler un peu les chiffres. Ça a été quand même pas mal aidé par l'effet essence, notamment en France. Mais on voit bien que l'Amérique latine tient bien. Il y a une belle croissance au Brésil, puisqu'on a une croissance quasiment à deux chiffres. Et sur l'Europe, on sait, de toute façon, c'est l'Espagne, mais quelque part, l'Espagne pèse de moins en moins lourd au sein de Carrefour. L'exemple le plus parlant, c'est aujourd'hui l'Amérique latine, qui représente que 20% du chiffre d'affaires, mais plus de 25% aujourd'hui du résultat opérationnel. Donc on a ce côté favorable. Et sur la France, on a le sentiment effectivement qu'on a peut-être touché le plus bas. Sur le marché, là, Christophe Burtin, quand vous voyez le CAC 40 repartir après 3 baisses qui étaient de moins en moins appuyées, hein, il y a visiblement de moins en moins de potentiel de baisse. On sait pourquoi parfois ça remonte. Est-ce que, selon vous, il y a encore un petit peu de potentiel, notamment là sur les marchés européens, d'ici à la fin de l'année? Oui, au cours des prochaines semaines, comme je le disais, je pense que j'attends pas de tendance nette. Le marché va continuer de souffler au gré des résultats des sociétés américaines. Je pense également que le marché serait content de voir l'Espagne demander de l'aide. Ça clarifierait un petit peu la situation. En revanche, j'attends une bonne fin d'année. Encore quelques semaines de consolidation, le marché souffle un peu. Et la fin d'année, avec une baisse de la prime de risque qui se poursuit en Europe, des clarifications sur post-élection américaine, sur la façon dont les États-Unis vont gérer ce fiscal cliff et cette politique de réduction des déficits à partir de l'année prochaine. Peut-être quelques bonnes nouvelles également dans les émergents sur des plans de soutien ou de relance, notamment en Chine. Tout ça pourrait nous amener en fin d'année sur un petit rallye, mais pas tout de suite. Sur le cas de l'Espagne, c'est intéressant, Christophe. On peut y revenir aussi avec vous, Véronique Riche-Flores. L'Espagne qui a à peine bougé, dont la dette long terme de 10 ans, hein, donc son baromètre a à peine bougé aujourd'hui. Ce qui n'était plus vraiment le cas depuis longtemps, parce qu'il y a eu cette nuit donc une nouvelle dégradation, celle de S&P. Alors c'est pas Moody's, mais bon, voilà, S&P est intervenu. Est-ce qu'on a encaissé ces mauvaises nouvelles et qu'on sait que, voilà, à court terme, l'Espagne reste dans une situation ultra délicate? Moi, je voulais votre regard là-dessus parce qu'on voit comme des gestionnaires, on avait Carmignac récemment et encore aujourd'hui Pimco qui, eux, sont non pas positifs, mais ne sont plus à la vente, à l'écart de la dette italienne et même espagnole. Oui, et je crois que c'est bien compréhensible parce qu'on a quelque part effectivement les décisions et les pas de géants que constituent les annonces de la BCE. Hein. Ça c'est une garantie quelque part effectivement que le scénario du pire devrait être écarté. Ça suffit. Le fait de savoir qu'il y a ce filet de sécurité, ce pompier en chef là en zone euro. Je pense que c'est considérable, ouais. Effectivement. Maintenant reste la suite.
Et la suite, justement, on l'évoquait à l'instant, le fait que l'Espagne passe à l'acte, c'est-à-dire demande effectivement officiellement cette aide. Et les manœuvres là, que vous évoquiez en début d'émission chez nous, notamment Christine Lagarde qui dit voilà, il faut décaler les calendriers. Elle parlait de la Grèce, elle parlait aussi de l'Espagne ce matin. Bien on évidemment, nous prépare à quoi, et c'est là, à mon avis, on est au cœur du dossier. C'est-à-dire que ce qui retient l'Espagne de faire appel à cette aide, c'est quoi? C'est essentiellement la crainte de devoir, en contrepartie, faire des efforts encore très importants, probablement de nouvelles mesures d'austérité. Et je pense qu'effectivement, à certains égards, j'arrive à comprendre les inquiétudes de M. Rajoy, parce que on est dans un contexte politique qu'on n'est pas du tout sûr de pouvoir maîtriser. Si la population espagnole refuse, est dans une situation extrêmement précaire. Le risque social, très clairement. Là. Risque social et donc politique. Et on le voit très bien, il y a un début d'instabilité qui inquiète, indiscutablement. Et qui fait que, alors, si on demande l'aide et qu'en contrepartie, il faille en rajouter en termes d'austérité, on n'est pas du tout sûr du résultat in fine. Donc, je pense qu'il y a cette contrainte-là. Maintenant, un assouplissement du discours et de la politique d'ensemble de l'Europe qui permettrait d'envisager une aide version light, comme on l'avait imaginé après le 6 septembre, et en particulier après que Mme Merkel ait déclaré sa confiance à l'égard de l'Espagne, etc., qui semblait dire, je vais dans le sens, je renforce la position de la BCE et on fera tout pour que ça se solde bien. Donc cette possibilité-là sauverait la situation. Mais il faut donner plus de temps au gouvernement, et je pense que particulièrement pour l'Espagne, les objectifs de ramener à 4,5% de déficit l'an prochain sont juste complètement irréalistes. Vous n'y croyez pas, et vous n'êtes pas la seule. L'Espagne qui a même vu sa dette légèrement se détendre aujourd'hui. Ça paraît dingue après une dégradation. On a perdu 3 points de base, elle reste quand même assez haute, mais très loin des 6%, à 5,73. Vous restez avec nous, Véronique, Christophe. Suite et fin de l'Intégral Bourse. Dans une seconde, on va remercier Frédéric Rosier chez Mescart, et qu'il est avec nous donc, comme toutes les fins de semaine. Il est 6h moins le quart. Et c'est reparti avec nos deux invités pendant quelques minutes encore jusqu'au grand journal d'Edwige Chevrillon. On est avec Véronique Riche-Flores, économiste indépendante à la tête du cabinet RF Research, et Christophe Burtin, directeur général de Bordier et compagnie en France. On peut redire un mot de ce rebond ce soir. Christophe, est-ce que c'est un rebond que vous prenez avec enthousiasme ou avec prudence plutôt là? Plutôt avec prudence. Je pense que les marchés sont peu chers. Il y a beaucoup de valeurs qui sont dans une optique de moyen terme attractive, mais qu'il n'y a pas lieu de se précipiter pour les acheter aujourd'hui. Attendons des points d'entrée un peu plus intéressants, et surtout qu'il y ait quelques nouvelles qui nous permettent de se projeter au-delà du court terme. Qui apporte un peu plus de visibilité, c'est ça? Sur la croissance, sur l'avenir de la zone euro? Sur la croissance, sur l'avenir de la zone euro, sur l'Espagne, donc sur des plans en Chine ou dans les pays émergents qui nous permettraient de doper un petit peu les perspectives de croissance et de profit au cours des prochaines années. Et la France, Véronique Riche-Flores, on a eu la dégradation de l'Espagne par S&P. On attend toujours Moody's en Europe. On pensait que c'était fin septembre, et puis finalement la décision arrivera sans doute, on imagine maintenant, à la fin du mois d'octobre. Sur l'Espagne, mais la France également était sous revue chez Moody's, Véronique. Oui, écoutez, donc pour l'instant, on ne va pas s'en plaindre, tout va très bien. On n'est pas pressé, d'être dégradé. On va pas... On a déjà été chez S&P en début d'année. Est-ce que Moody's peut embrayer, ou est-ce que on a encore un petit peu de temps selon vous? J'ai l'impression qu'on a encore un petit peu de temps. Tant qu'on peut afficher des prévisions officielles qui sont les prévisions actuelles, donc une croissance, déjà une croissance de 0,8%, c'est pas mal. Et tant qu'on peut maintenir ce chiffre-là sans que ça paraisse à l'évidence intenable, eh bien, je pense que la situation de la France devrait se maintenir. Après, il va falloir manœuvrer habilement. Et les choses risquent de se précipiter au vu des indicateurs
indicateurs économiques qui sont ceux qu'on a, pas seulement en France, mais dans l'ensemble de la zone euro, voire un peu plus largement d'ailleurs, il est assez évident que le contexte conjoncturel se détériore très vite et que la fin de l'année va être très difficile. Auquel cas, continuer à afficher du 0,8% l'an prochain sera extrêmement compliqué. Je suis moi-même à moins 0,5, donc voilà. Ah oui, donc du côté plutôt pessimiste. Pessimiste, j'ai envie de dire réaliste. Voilà, oui. Alors, et de fait, ça devient un exercice après extrêmement compliqué parce que le plan nécessaire pour parvenir ex-ante aux 3% avec une croissance légèrement positive est difficile. Enfin, il est costaud, mais il peut être digéré. Quand on fait les estimations de ce qu'il faudrait faire avec une prévision de décroissance, alors là, on voit qu'on est sur de l'impossible. Justement, de deux choses l'une, Véronique, on se projette un petit peu, admettons, allez, la croissance française pour 2013 est révisée là, dans les prochains mois, on va dire peut-être à la fin du premier trimestre 2013, une fois qu'on aura eu le bilan d'activité du premier trimestre, on révise, on divise par deux la prévision officielle de croissance. Qu'est-ce qui se passe? Correctif budgétaire. Pour faire quoi? Pour faire plus d'austérité, plus de hausse d'impôts, réduction des dépenses publiques, pourquoi pas? Mais bon, on sait que c'est très compliqué d'aller gratter dans les dépenses publiques. Ou est-ce qu'on laisse filer? Alors, ce qu'on n'a pas en tête d'ailleurs, ou qui est rarement mis en avant, c'est qu'on a déjà eu plusieurs exercices d'économie, d'augmentation de la fiscalité ou de mesures pour... donc, on va mettre sur le paquet restrictif. Et quand on fait le total sur 2-3 ans, on est très haut par rapport à nos partenaires européens, y compris par rapport à des pays comme l'Espagne ou l'Italie. Donc, c'est intéressant. Pour les prélèvements obligatoires, on arrive au bout, là. L'ensemble des paquets, des efforts fiscaux, donc, sont déjà considérables. Ça veut dire que maintenant, s'il faut aller encore plus loin, effectivement, on va dans le dur, et dans le très dur, et dans ce qui va faire mal conjoncturellement, plus mal sans doute que ce qu'on peut envisager jusqu'à présent, encore qu'on commence déjà à sentir que qu'on va vraiment dans le noyau dur. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? On persiste dans l'austérité ou pas? Je pense que la réponse se trouve en partie dans ce qu'on a déjà fait, et la crédibilité du gouvernement à l'égard du marché sur ce qui a déjà été mis sur place, et je pense que c'est également pour ça qu'on a une bonne tenue du marché français pour l'instant, et sur l'Allemagne et le changement qu'on est peut-être en train d'observer de positionnement à l'égard de ces politiques budgétaires au niveau européen avec l'aide du FMI. Et ça va être crucial pour la France. C'est ce qui peut permettre au gouvernement d'annoncer effectivement un décalage de son objectif de 3% d'un an sans se prendre la rafale des marchés qu'on pourrait imaginer dans un contexte qui ne serait pas celui d'assouplissement de la position générale sur cette question. Et pour reprendre la question de Grégoire, à laquelle vous avez pas complètement répondu au début. Donc si on perd le AAA là dans 8-10 jours, est-ce que ça change quelque chose? C'est-à-dire qu'il nous reste 2 AAA aujourd'hui, celui de Moody's et de Fitch. Est-ce que voilà, il va y avoir des gestions qui vont devoir quitter ou s'alléger en dette française? Ça change forcément. Alors la question étant de savoir si les effets sont marginaux ou s'il y a vraiment un changement d'orientation du spread franco-allemand. Ce qui aujourd'hui paraît effectivement complètement en dehors de ce que nous suggèrent les fondamentaux. Regardez les tendances respectives de la dette allemande et de la dette française. Voilà, depuis on est parti à peu près du même niveau au début des années difficiles, il y a 2-3 ans. Il y a un écartement considérable. Les perspectives structurelles de l'économie française sont malheureusement, enfin on va dire conjoncturelles pour l'instant, celles qu'on connaît, embourbées de toutes parts et sans doute amenées à se détériorer. Et donc tout ceci ne plaide pas en faveur du maintien d'un spread aussi faible à l'égard de nos partenaires et de l'Allemagne en particulier. Alors, mais vous savez, dans ces exercices-là, ce qui joue beaucoup, c'est la crédibilité. Et c'est pas tellement le fait qu'on soit obligé de décaler le 3% d'un an, c'est l'Allemagne, il la fasse. Voilà, est-ce qu'on arrive à quelques secondes, mais pour être crédible, est-ce qu'il faudra plus de réformes structurelles, par exemple, que ce qu'on a entamé aujourd'hui? Et c'est peut-être là, effectivement, plutôt que des réformes immédiates pour récupérer, pour équilibrer les comptes publics, un peu plus de réformes, notamment du côté de l'offre, qui, en général, arrive à convaincre sur le bon cheminement de la politique économique. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. Véronique Riche-Flores, économiste indépendante, recherche indépendante globale, macro et thématique, fondatrice de RF Research. Merci à vous, Christophe Burtin, également d'avoir été avec nous, directeur général de Bordier et compagnie en France. Belle clôture, ce soir on met fin à 3 séances de baisse à la Bourse de Paris, rebond d'1,4% du CAC à plus de 3413 points.